Bonjour tout le monde. On va commencer par un résumé global du texte. En même temps, on avait fait la présentation de la série. La série Plus belle la vie représente jusqu'ici la plus longue de l'histoire de la télévision française. Réglée comme du papier en musique, Plus belle la vie n'a pas manqué un jour de diffusion depuis le 30 août 2004. Une régularité et présence égalée par aucune série française jusqu'à présent, à tel point qu'un Français sur trois aurait déjà visionné au moins une fois dans sa vie l'une des 4665 épisodes qui composent le feuilleton. Et même si la baisse des audiences a contraint France Télévisions à mettre en termes de fiction, les chiffres n'étaient pas si mauvais que cela. Selon Neon Studios, producteur de la série et filiale de TF1, Plus belle la vie réunissait chaque semaine 5 millions de téléspectateurs. Elle est considérée comme la première série militante de la France. En effet, bien plus qu'un rendez-vous télévisuel, Plus belle la vie devenue culte a fait émerger un nouveau genre de série en France, inspiré directement du quotidien et de l'actualité. Le feuilleton a osé aborder sans tabou nos vies et faire résonner les évolutions de notre société, soulignait Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux le 30 septembre 2022. En 2005, elle est l'une des premières séries en France à avoir mis des personnages LGBTQ+, apparaissant de manière récurrente et à franchir un pas dans le paysage audiovisuel français avec le mariage entre les personnages de Thomas Marcy et de Nicolas Barrel. Grâce à son armada de 20 auteurs et d'un sociologue à temps plein, la série reste à la page avec 5 épisodes, avec chaque semaine 5 épisodes dans lesquels sont abordées les grandes problématiques de notre époque. Violence conjugale, discrimination, harcèlement, consommation de drogue, etc. Certains épisodes ont même dû être tournés en doublon selon les résultats à l'élection présidentielle. Cette interactivité a donné une autre dimension de la série en sortant du petit écran. En 2018, 400 000 touristes se sont rendus à Marseille pour découvrir les dessous de leur feuilleton préféré. Une popularité qui donnera un coup de projecteur international à la cité phocéenne pour sa première série française. Netflix a choisi Marseille pour sa création éponyme portée par Gérard Depardieu. C'est dans cette perspective que s'inscrit ce texte, afin de nous montrer comment le public réceptionne la série en s'appuyant sur une enquête menée auprès des auditeurs et auditrices de la série. De ce fait, le texte tente de saisir l'attention et l'attachement des téléspectateurs. Et de là, on va passer à la présentation des auteurs de l'équipe. Donc déjà, il y a Florence Elog, qui est maîtresse de conférence à Paris 8. Et ces travaux qui vont porter sur les secteurs culturels, s'adressant aux enfants et aux médiations qui y sont associées. Il y a Sébastien François, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. C'est un sociologue de la culture et des médias, spécialiste des pratiques culturelles et numériques des jeunes, ainsi que des activités FAN, donc des FAN Studies. Il y a Myriam Mille, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ses recherches s'inscrivent en sociologie de la production culturelle et en sociologie des professionnels de droit, avec une attention aux inégalités sociales et une forte dimension collective. Donc la question est pourquoi étudier le feuilleton du point de vue de la réception. Donc
déjà en A, on aimerait bien vous parler de la télévision, enfin de l'arrivée de la télévision et du fait que le public va se fragmenter. Le 31 mars 2005, il y a le lancement de la télévision numérique qui va tout changer. Il y a 20 chaînes qui sont mises en place, les chaînes de la TNT qui vont faire environ 25% de la part d'audience. Et c'est à partir de ce moment-là que le public va se fragmenter, va rentrer dans l'hyper-choix. Donc la télévision aujourd'hui, c'est avant tout du divertissement. Et du fait de cet hyper-choix, c'est devenu avant tout un commerce. Mais du coup, pourquoi cette série elle fonctionne malgré l'abondance des programmes télévisés? En quoi elle se démarque? Aujourd'hui, il y a plusieurs postes. Donc il y a la télévision, l'ordinateur, le smartphone, la tablette. Donc on va regarder la télé et on va la regarder où on veut et quand on veut. Et en gros, les séries elles vont être produites selon l'écran de visionnage, ce qui induit un changement dans la façon de produire les scénarios et dans la narration. Avant ça aussi, il y a le fait que le visionnage était beaucoup plus collectif et aujourd'hui on est entré dans un visionnage qui va être beaucoup plus solitaire. Et c'est à ce moment-là finalement que l'étude de la réception elle est essentielle. Il y a aussi, du coup, tu en avais parlé, le fait qu'il y a un sociologue qui travaille avec les scénaristes de la série. C'est un point important parce que du coup les producteurs ils vont analyser la réception du feuilleton, ils vont pouvoir anticiper les attentes du public envers l'émission et donc cerner leurs besoins, leurs préférences et ils vont construire finalement le scénario en conséquence. Il y a aussi les réactions du public aux thèmes et aux intrigues du feuilleton qui vont être étudiées. On pourra donc identifier les sujets qui vont susciter plus ou moins un intérêt particulier ou un désintérêt, voire des réactions négatives. Il y a aussi, du coup, tu veux peut-être répondre? Oui, et on a parlé aussi du public qui est très varié et permet d'étudier différents profils. Dans l'étude, on ne va pas chercher les enquêtés via les réseaux sociaux de fans. Il y a aussi l'idée que la démocratisation de la télé modifie notre attention. Avant, on regardait ensemble la série. Aujourd'hui, il y a des publics, des profils individuels beaucoup plus variés. Il y en a qui regardent avec le smartphone. Et ces profils variés engendrent donc plusieurs types d'attention qui sont décrits dans le texte. Il y a une attention oblique. De là, on peut citer Richard Hogarth et l'attention elliptique. Dans le texte, référence à des enquêtés qui écoutent la série et font son nom. Il s'agit de personnes âgées et femmes au foyer. Et là, Hogarth décrit cela comme une attention nonchalante, capable de résister au message des médias. Il y a aussi une attention flottante, rapport distancié avec la série et une faible assiduité. Il y a également l'attention négociée. Donc là, on a plutôt trouvé une définition dans le texte Codage-décodage de Stuart Hall. Donc il va distinguer 3 types de lecture. Une lecture positionnelle. Donc le message il est compris mais il est lu selon un autre code, voire il est refusé. Il y a également la lecture négociée. Donc c'est une lecture mixte, à la fois conforme et oppositionnelle. Et une lecture dominante, donc le message il est reçu et il est accepté. Dans le texte, c'est représenté par l'utilisation du replay qui finalement casse ce code de l'épisode quotidien. Donc c'est considéré comme une lecture négociée. On va également différencier dans le texte les modes d'attention et la notion d'attachement. Donc finalement, c'est représenté dans le texte comme un plaisir quotidien, une sorte de répétition, le fait de se tenir à la pratique du visionnage. Donc il va également avoir un impact culturel en lien avec les audiences studistes. Donc il va s'agir de comprendre comment l'œuvre est perçue et interprétée par son public et évaluer comment le feuilleton influence la culture populaire. Finalement, comment il va refléter, comment il va influencer ou contester les normes et les valeurs de la société. Donc ça va être dans le texte écrit avec la personne qui va s'intéresser à la politique. Dans
dans le texte, il y avait une personne du coup qui était pas trop satisfaite finalement de comment la série peut prendre plus ou moins partie à la vie politique et le contexte dans lequel elle est produite. Parce que souvent, finalement, les épisodes ils vont suivre de très près finalement l'actualité. Et pas des années avant ou des années après, mais vraiment finalement au fil des mois. Et ça peut plaire ou déplaire à certains spectateurs. Et de là, on a parlé aussi de la figure du fan. En fait, dans le texte, le fan est cette figure, il y a des stéréotypes qui s'articulent autour des jugements sociaux. Avec la définition qu'on donne au terme fan, c'est un raccourci du mot fanatique qui signifie qui a pour quelque chose, quelqu'un, une admiration passionnée et enthousiaste. Et de ce fait, si tel est le cas, on peut considérer certains des entités comme étant des fans. Sauf que ces derniers n'acceptent pas ce profil parce qu'ils assimilent trop cette figure du fan à des stéréotypes et avec des jugements de valeur. De ce fait, on a à la page 159 un enquêté qui se réclame comme étant un fan. Il dit, je cite, ça implique beaucoup de choses d'être fan. Non, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ou si oui, je suis fan. De plus, il y a Julien, un enquêté de 34 ans. C'est le seul qui s'affirme en train comme étant un fan à la page 159. Cependant, dans le texte, on voit que la presque totalité des téléspectateurs ne s'assimile pas aux fans, même si regarder la série est devenu une addiction chez eux. En fait, ils ont une vision plus ou moins pessimiste pour ce cas de figure. En effet, certains auditeurs se limitent seulement au visionnage de la série et pensent qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà, comme consulter le site web de la série, participer au forum ou se rendre à la boutique Plus belle la vie, qui sont des actes du fan. Comme ce fut le cas d'une enquêtée à qui on a demandé « Tu t'es jamais intéressé à la vie des acteurs ?» Et elle répond « Non, moi, j'ai pas besoin d'aller au-delà. » Du coup, ce qui plaît aussi dans la série, c'est la dimension de chronique sociale, parce qu'elle va aborder un large éventail du coup, comme on en a parlé, de questions sociales via les personnages et sociétales avec l'actualité. Et elle va mettre ces personnages issus de divers milieux en scène. Ce lien avec la société en fait un objet d'étude qui est pertinent, parce que c'est le réalisme de la série qui crée un sentiment de proximité avec les personnages. Il y a également le fait que la série se déroule à Marseille et non pas dans Marseille, 1, 2, 3, et non pas dans une ville fictive. Cela montre que Plus belle la vie cherche à refléter volontairement le contexte sociétal dans lequel elle est produite. La série crée également une sorte de discussion avec le public et permet d'explorer comment il réagit, comment il perçoit les normes sociales et les enjeux sociaux abordés. Donc de là, on a mis quelques avis et critiques sur l'étude, notamment parce que la série va reprendre bientôt. Du coup, finalement, on a remarqué qu'il y avait un déclin du feuilleton. Et du coup, on se demandait comment ça allait évoluer, comment la série va capter l'intérêt de ce nouveau public finalement. Également, comme on l'a dit, il y a des évolutions dans les habitudes de visionnage et dans les plateformes de streaming. Donc il y a l'évolution du public, les évolutions des plateformes. Et surtout, on a remarqué qu'il y avait un intérêt grandissant pour les formats courts et les visionnages intensifs. Donc, est-ce que ça va marquer la fin des séries à rallonge, les séries qui n'ont justement pas de fin? Est-ce que ça va autant intéresser le public actuel? Donc finalement, les producteurs ils ont tout intérêt d'évaluer le point de vue de la réception du feuilleton, parce qu'ils vont devoir capter et s'adapter au nouveau public.
Et il y a également le fait que, comme ils vont aborder certainement les réflexions et les problématiques actuelles, ils ont tout intérêt à être présents sur les réseaux sociaux. Donc finalement, son succès dépendra de sa capacité d'évolution et ce sera possible uniquement en écoutant les préférences du public et en analysant sa réception. Du coup, comme la série va reprendre en 2024, ça va devoir s'adapter aux préoccupations du public et puis étudier l'évolution de la culture populaire à travers le point de vue de la réception du feuilleton, ce qui signifie également que l'étude doit être réitérée au fil des années et des évolutions des publics, avec une analyse de la figure du fun et des consommations culturelles de masse, comme la feuilleton, c'est d'ailleurs ce qui est démontré dans cette étude. Mais du coup, finalement, c'est pas. La figure du femme, elle n'est pas forcément pertinente dans l'étude de ce feuilleton-là précisément. Parce qu'il y a peu de gens qui se considèrent comme fans, ils ont un petit peu honte. Je sais pas du coup s'il y a des personnes dans la classe qui regardent Plus belle la vie, ou qui ont regardé, ou qui ont des proches qui sont ultra fans. Du coup, alors, je pense que du coup, je le sais, quand on en a parlé avant le cours, mais elle regarde. Bien quoi. Mais du coup, je pense que c'est pas oui. Est-ce que tu comptes regarder la série du coup à nouveau? Je pense pas. Ah oui. C'est pas un style de série que j'aimerais bien regarder. Bon, après, il y a eu quelques épisodes que je me suis accrochée et d'autres non. Mais s'il y a vraiment une continuation dans l'histoire, peut-être. Mais tout dépend de ce que les réalisateurs ont proposé de faire avec la continuation de la série. Ok. Quelqu'un d'autre? Pareil. Non mais tout à l'heure on en a parlé, mais moi je regardais à cause de ma famille. C'est-à-dire chez moi on regardait pas, mais chez mes grands-parents et chez mes cousines oui. Donc puis c'était la réunion familiale du soir. Puisque j'étais là, j'étais un peu contraint de regarder, mais moi j'aimais pas quoi. Puis aussi, pareil, on en a parlé tout à l'heure, mais là à Saint-Étienne, il y a un groupe de fans qui est en train de créer une série qui s'appelle La vie plus belle, qui serait Plus belle la vie, mais à Saint-Étienne. Intéressant. Voilà. Du coup, on a terminé. Deux étages. Merci beaucoup. Bon, du coup, vous avez anticipé sur les potentielles réactions, critiques, etc. Mais il y a encore plein de choses à dire parce que alors, c'est très bien hein, de parler de Plus belle la vie, c'est très intéressant. Moi, j'apprends des choses. Je ne savais pas que ça représente en 2024. Mais merci, ça pose des questions intéressantes. Mais il y a aussi encore des choses à dire du point de vue des choix scientifiques, peut-être, de l'enquête, la manière dont ils ont. Je ne sais pas si. C'est des entretiens que l'auteur a fait avec des téléspectateurs de la série. Oui. Il les a posé des questions par rapport à la fréquence de comment est-ce qu'ils regardent la série, la fréquence avec est-ce qu'ils les regardent en famille, quand est-ce qu'ils les regardent et qu'est-ce qu'ils apprennent à travers la série. Oui. C'est le genre de questions que l'auteur les a posées. Mais pas de réseau de fans. Ils n'ont pas voulu. Mais ça, c'était un choix du coup. Voilà, ça, c'était un choix du coup. C'est ça qui me. Si vous voulez. En fait, c'est hyper important d'avoir toujours en tête, quand on fait une enquête, quelle qu'elle soit, que la méthode qu'on va choisir, la manière dont on va procéder pour aller chercher l'information, en fait, ça crée plein de biais, enfin ça décide, ça influe énormément sur le résultat. De la même manière que quand vous posez la question, il y a différentes manières de poser des questions dans des entretiens. On verra sans doute des exemples
la semaine prochaine. Mais parfois, il faut toujours prêter attention au fait que la parole qu'on recueille, elle est co-construite par les questions qu'on pose. Et voilà, qui peuvent jouer les influencer énormément, en fait. Là, en fait, il y a un parti pris qui est d'éviter les fans, en fait, dans la manière dont ils vont chercher les enquêtés. Voilà, donc à la page 148, des enquêtés recrutés par interconnaissance et non via des réseaux de fans. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait ? Ce que vous nous avez dit à la fin, donc finalement, il n'y a pas de fans, c'est pas pertinent pour Plus belle la vie. En fait, c'est pas que c'est pas pertinent, mais eux, ils ont vraiment fait ce choix-là pour avoir un public varié, finalement. Il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément d'attachement à la série, qui regardaient de temps en temps, parfois en famille, parfois tout seul. Mais du coup, c'est vrai qu'il manquerait au moins quelques enquêtés qui sont vraiment fans. Il y a aussi un point du texte où ils disent que les personnes n'étaient pas forcément attachées aussi matériellement à la série. Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, il n'y avait pas forcément cette volonté d'aller à Marseille, aller dans les rues où sont tournées la série, ou d'avoir des produits dérivés. Des produits dérivés, voilà. Et c'est ça. Ouais. Mais vous voyez ça, en fait, on peut toujours... Enfin, quand on fait de la recherche, c'est un peu comme dans la cuisine, quoi. Quand vous faites un plat et que vous allez chercher des bons fruits et légumes au marché pour faire une bonne ratatouille, bon, il y a des chances qu'elle soit bonne. Si vous prenez comment dire, les ingrédients et la manière dont on procède, ça va décider de la qualité du résultat. Et ça va décider pas seulement de la qualité du bien ou mal, hein, mais c'est aussi des caractéristiques du résultat, quoi. Je veux dire, on peut faire une bonne ratatouille sans forcément aller chercher les meilleurs fruits et légumes, mais ça dépend de la manière, voilà, comment on fait la cuisine, quoi, hein. Et là, si vous voulez, il y a un parti pris dans ce texte qui est d'éviter le fan. Donc à la fois, dans le résultat, ils ont ce qu'ils cherchaient, parce qu'ils tombent sur des gens qui, justement, pour qui le fan est un repoussoir, qui ne vont pas, justement... aller chercher des forums spécialisés, des produits dérivés, des rencontres avec d'autres fans, etc., comme d'autres enquêtes ont pu le montrer avec d'autres partis pris. Mais quelque part, c'était ce qui était recherché. Ce qui était recherché, c'était justement d'aller travailler cette notion d'attachement et de lien faible à la série, en montrant, voilà, un petit peu à la manière de votre témoignage. C'est Rémi ou Thibaut ? Je sais plus. Thibaut. Voilà. Thibaut, qui est très intéressant, enfin qui recoupe en fait celui de plusieurs enquêtés dans ce texte, hein, où on voit, voilà, comment il y a justement tout un environnement social rapproché, qui peut être familial, qui peut être amical, qui peut jouer un rôle déterminant en fait dans la manière dont on consomme cette série, avec une distance, enfin avec une vraie distance possible ou pas. Vous avez parlé de la réception de Julien, c'était très bien qu'a dit, d'aller citer le texte précisément avec la page et de dire, voilà, on a ce Julien qui est en fait un militant de gauche et qui lui va voir dans Plus belle la vie une forme de chronique sociale qui va en fait venir nourrir son militantisme politique et son attention aux populations dominées. Vous avez mentionné aussi la présence des populations LGBT, etc. Donc en fait, ce qui est votre exposé est très bon. Vous avez lu attentivement le texte et vous restituez très bien l'actualité de Plus belle la vie aujourd'hui. Voilà. Mais attention à ne pas vous laisser déborder par l'objet de l'enquête aussi. C'est-à-dire l'exposé, il porte pas sur Plus belle la vie en soi. Il porte sur un article qui restitue une recherche menée par des chercheurs. Toute recherche, elle est critiquable, positivement ou négativement. Donc là, vous pouvez aussi vous permettre de dire, le protocole d'enquête qui est mis en place, c'est celui-ci, mais peut-être qu'un autre protocole d'enquête aurait montré autre chose. Et peut-être qu'un autre protocole d'enquête aurait montré qu'existe aussi, à propos de cette série, certains fans, alors peut-être des fans qui ont de la distance sur eux-mêmes en tant que fans, qui peuvent rigoler d'eux-mêmes, qui peuvent acheter des produits dérivés
tout en ayant de la distance par rapport à ça. C'est pas voilà. Mais voilà. Là, en tout cas, le texte cherchait à se positionner dans les études de réception en disant à ce stade, il y a déjà pas mal d'enquêtes qui se sont intéressées aux populations de fans. Nous, ce qu'on veut faire, au contraire, c'est montrer qu'il y a tout un nuancier, il y a toute une manière peut-être plus ordinaire, plus banale, et qui passe justement par des degrés d'attachement variables en fait, et c'est ça qui nous intéresse, qu'on voudrait montrer. Et donc le recrutement même des enquêtés, il est en lien avec ça. Le fait de passer par des réseaux d'interconnaissance, et d'ailleurs je trouve que c'est intéressant par rapport à l'enquête collective qu'on mène, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Parce qu'il y a une réflexion sur les avantages et les inconvénients, justement, du recrutement des enquêtés par l'environnement rapproché. Est-ce que vous avez été attentif à ça ? C'est aux pages 148-149 dans l'encadré méthodologique. Les encadrés méthodologiques, j'attire votre attention, c'est toujours important. Voilà. Enfin, moi, je vous incite vraiment, dans la manière dont vous lisez les articles et dont vous produisez vos recherches, à ne pas mettre sous le tapis la partie méthodologique. C'est-à-dire que les parties méthodologiques, en fait, elles sont déterminantes pour comprendre la nature des résultats. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de dire. Donc on peut pas faire croire que c'est pas important, quoi. Alors en l'occurrence, dans cet encadré, qu'est-ce qu'on apprend ? Et qu'est-ce qui peut être instructif pour nous ? Que le cadre, finalement, c'est un rôle... ils le disent eux-mêmes que le cadre, c'est une partie, en gros, que les enquêtés sont distanciés, ont un rapport distancié à la série, une faible assiduité. Ouais. Finalement, le cadre, c'est parce que ils ont choisi des personnes qui n'étaient pas fans, et du coup, finalement, leur façon de regarder la série, c'est en intimité, et du coup ça rend leur accès difficile avec les enquêteurs. Enfin, ça rend l'accès aux enquêtés difficile pour les enquêteurs. Oui, c'est-à-dire plus haut, il est écrit: les entretiens d'observation ont été réalisés individuellement, le mode de recrutement dans l'entourage de l'enquêteur et la dimension intime de la réception télévisuelle étant peu propice aux entretiens menés à plusieurs. Le format de recherche et le mode de recrutement retenu permettaient en outre de ne pas se limiter aux spectateurs a priori les plus investis, comme cela aurait été le cas si nous étions passés par les réseaux existants de téléspectateurs de la série. Dans ce cadre, une partie de nos enquêtés présentait un rapport plutôt distancié vis-à-vis de la série ou une faible assiduité. Mais surtout, l'obstacle, c'est la grande intimité du média télévisuel. Alors, il y a une introduction dans ce numéro de revue, je ne sais pas si vous l'avez consulté, de Dominique Pasquier. Donc ça, c'est important aussi quand vous faites un exposé, quand on étudie un article, toujours de prêter attention à la revue dans laquelle est publié le texte. Donc là, il s'agit de la revue Réseau, qui est une revue de sociologie des médias, qui est importante en sociologie des médias. Il y a beaucoup de numéros et d'articles consacrés à la question de la réception des biens culturels. C'est dans cette revue, par exemple, qu'a été traduit le texte Codage-décodage de Stuart Hall, par exemple. Et l'introduction de Dominique Pasquier au numéro, elle est très intéressante parce qu'elle revient justement aussi sur ces questions de méthode pour enquêter sur les publics de la télévision. Dominique Pasquier, elle-même, elle a enquêté sur les publics de la télévision, elle a enquêté sur la réception du feuilleton Hélène et les garçons.
donc l'un des obstacles, au moment où elle faisait son enquête sur Hélène et les garçons et qu'elle relève, c'était d'aller faire la sociologue sur le canapé, c'est-à-dire d'aller s'imposer dans des foyers, et en particulier dans des foyers de milieu populaire, pour dire, voilà, je suis une sociologue, je m'intéresse à ce que quand vous regardez Hélène et les garçons, et de venir dans l'intimité d'un foyer, aux heures d'écoute, pour observer ce que font les gens avec le programme. Évidemment, le sociologue sur le canapé va modifier la manière dont les téléspectateurs se comportent devant le feuilleton, en fait. Ça manifeste une sorte de légitimité et d'intérêt pour, en l'occurrence, Hélène et les garçons, et c'était compliqué. Les conditions d'enquête par observation, ethnographie dans les foyers, elle a trouvé ça, l'une des leçons de cette enquête, c'était de dire, c'est difficile, en fait. Et au même moment, d'autres enquêtes étaient menées, notamment sur Urgence par Sabine Chalon de Marseille, qui avait la même expérience. Voilà. Donc, aller enquêter dans des foyers qu'on ne connaît pas sur la réception des programmes télévisuels, en fait, ça peut créer ce que le sociologue appelle des artefacts, c'est-à-dire des effets artificiels. Hein, ce qu'on cherche en sociologie, c'est au maximum à avoir des informations et des témoignages qui correspondent aux pratiques effectives des individus. Or, mettre en place un protocole d'enquête, c'est toujours risqué de produire des réactions un peu artificielles. Dans l'entretien, c'est un risque aussi, qu'on vous raconte des mensonges, des balivernes, qu'on transforme un peu la réalité, qu'on donne beaucoup d'importance à une série, alors qu'en fait, sur le coup, il n'y en avait pas tellement. Vous voyez ? Ça crée ce qu'on appelle des biais, hein, des effets qui peuvent être artificiels. Donc, dans les enquêtes menées au préalable sur la télévision, c'est l'un des obstacles qui avait été remarqué. Et là, en fait, ils cherchent à éviter aussi cet obstacle-là. Hein. C'est-à-dire l'obstacle de la grande intimité du média télévisuel et le fait que cette intimité, elle est complètement perturbée quand des chercheurs étrangers viennent s'imposer dans un environnement familier. D'accord ? Donc, le fait de contacter des proches, c'est une manière de contourner cet obstacle. Mais ça crée d'autres biais. Ça crée d'autres biais qu'on a évoqués ensemble quand on a parlé de vos entretiens que vous ferez. Je vous ai dit tout de suite, évitez de contacter des personnes proches. Pourquoi ? Parce que les personnes proches, elles vont, par exemple, vous n'allez pas forcément leur poser les questions sur l'origine sociale, enfin, comment dire, il y a des questions que vous n'aurez pas à poser parce que ça fera partie de vos connaissances et ça semblera complètement artificiel que vous posiez ces questions. Et du coup, le fait que vous posiez des questions dont vous connaissez déjà les réponses, ça va créer une situation artificielle, ça va favoriser des réponses artificielles par exemple. Hein. Donc, il y a plusieurs biais quand on interroge des personnes qu'on connaît déjà. Mais il y a aussi des avantages. D'accord ? Et donc, je pense que dans tous vos groupes, parce que quand on avait fait l'état des lieux, je me souviens, la première séance, il y avait pas mal de grandes sœurs, de frères qui avaient surgi. Donc, j'imagine que vous avez pu, sans doute, mobiliser certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous au moins, des enquêtés qui étaient proches. Donc, on verra la semaine prochaine concrètement comment vous avez procédé, peut-être en faisant faire l'entretien par quelqu'un d'autre, etc. Mais en tout cas, ça crée, je me souviens de vous qui m'aviez dit « Oui, mon compagnon, mais j'ai déjà fait un entretien avec lui, il est très bien, c'est l'enquêté idéal. » Voilà. Hein, donc, si vous voulez, c'est pas des questions abstraites là qui sont posées dans ce texte, c'est des questions très concrètes qui sont les nôtres aussi. Donc, vous voyez, moi, je vous invite vraiment à lire à chaque fois les articles en vous disant « Mais qu'est-ce que je peux y trouver pour m'aider, moi, dans mes recherches ?» Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit dans cette encadrée à ce propos ? Ils évoquent justement les stratégies menées pour enquêter avec des proches. À la page 149, ça a donné lieu à des stratégies diverses, discutées lors de l'atelier, créer une distance artificielle avec l'enquêté le temps de l'entretien, ou au contraire, jouer de la connivence, tout en poussant l'interlocuteur, à expliciter son propos. Certaines situations d'enquête ont été difficiles à gérer, avec par exemple un membre de l'atelier qui a dû s'expliquer auprès d'une amie après avoir enquêté dans sa famille, et les biais sont nombreux, mais ce mode de recrutement nous a semblé le plus satisfaisant pour pouvoir accéder aux données correspondant à notre objet. Voilà. Donc voilà, là vous voyez, j'attire votre attention sur un point qui me semble important, qui est vraiment très concret, c'est les mains dans le cambouis, mais comment ces 29 enquêtés
qui sont alors beaucoup plus d'ailleurs de sexe féminin que de sexe masculin, ce qui n'est pas interrogé par l'article, mais qui pourrait être interrogé, puisqu'il y a 8 hommes et 21 femmes, donc il y a presque plus des 2/3 de femmes, sans que ce soit mis directement en relation avec les caractéristiques sociales du public de Plus belle la vie, et aussi voilà, des effets que ça peut produire. Je trouve que notamment dans les extraits d'entretien et les petits portraits, les profils d'enquêtés qu'on a, il y a pas mal d'hommes qui ressortent, comme ce Julien, ce militant de gauche. On a un autre étudiant normalien, ce sont des hommes. Et voilà, enfin, il n'y a pas d'interrogation menée par les auteurs et autrices de l'article sur voilà, pourquoi elles ont choisi de mettre en avant plus des enquêtés hommes que femmes, et pourquoi il y a ce déséquilibre de départ entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait être posé. D'ailleurs, c'est quelque chose, je me dis, pour nous aussi bien, la semaine prochaine, quand on va étudier notre corpus, enfin, quand on va commencer à analyser les résultats de vos entretiens, c'est une question qui sera important de se poser. Voilà, je digresse un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques à faire sur ce texte ? L'apport de ce texte, donc notamment par rapport aux travaux qui portent sur les femmes que je vais évoquer tout à l'heure, c'est justement le fait de s'intéresser aux réceptions faibles du spectateur lambda, de la spectatrice lambda, à l'œil distrait. Donc toute chose que vous avez évoquée, Caddy, c'était bien d'évoquer l'attention oblique, flottante, tous ces termes que vous avez vus chez Hogarth par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment... L'intérêt de ce texte, c'est de se porter là-dessus et de dire voilà, comment on va caractériser ces attachements qui peuvent être là, bien là, et avec une certaine intensité, mais qui sont liés à une attention qui peut être ponctuelle, qui peut être uniquement dans certains environnements ou avec un environnement social précis. Et par rapport à cela, le protocole choisi, donc le fait d'aller contacter des proches, il semble plutôt convaincant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du point de vue des modalités de réception, la proximité avec le lectorat va, il me semble, limiter le risque que les enquêtés racontent des balivernes, en fait. Tout simplement parce que le fait de les connaître, ça crée une forme de contrôle possible de la véracité des propos. Ça va là-dessus ? Et donc j'ai ça en tête aussi parce que c'est un vrai avantage par rapport à justement la question de l'enquêté idéal. Il est dans mon appartement. c'est aussi une forme d'avantage lié au fait d'enquêter avec des proches. Voilà. C'est en tout cas il me semble un apport de cet article que d'aller justement d'aller fourmiller en fait en modalités de réception qui sont un petit peu ordinaires comme ça sur des attachements à la série qui sont bien documentés et qui sont pas dans les pratiques les plus extrêmes. Voilà. En tout cas, l'introduction au numéro de Dominique Pasquier, qui est un bon texte, qui fait le bilan un petit peu des enquêtes sur la réception de la télévision, elle insiste sur la capacité maintenue de la télévision à réunir des audiences. Et ça, c'est un résultat aussi important de cet article. Vous avez mentionné, Léna, et c'était bien en conclusion, la question de la technique. C'est-à-dire cette question du replay, le fait que depuis les années 2000, on a effectivement accès à une télé via le numérique, via l'ordinateur. Et là, ce que montre l'article aussi, c'est que cette télé-là n'annule pas complètement les usages anciens du feuilleton avec les modalités du rendez-vous, etc. On peut aussi avoir rendez-vous un peu en décalé avec sa série via le numérique, en fait.
Donc la télévision, elle a toujours cette capacité à réunir des audiences, et ça, vous pouvez le retenir. Le petit écran, il résiste, hein. Il reste toujours le premier loisir à domicile dans les pratiques culturelles des Français, c'est important de le souligner. Et c'est toujours une ressource majeure pour s'informer, notamment. Voilà. En revanche, voilà, là où je reprends votre exposé, c'est que cet article n'annule pas le fait qu'il peut y avoir des populations de fans, y compris qui achètent des produits dérivés et qui fait des rencontres et qui va à la boutique de Marseille sur Plus belle la vie. Cet article, il ne met pas du tout ça en cause, hein. Il dit simplement, ces populations-là, elles existent, elles ont été mises en évidence à propos d'autres feuilletons, d'autres biens culturels. Là, on va s'intéresser à autre chose. On va décaler le regard. Et en mettant en avant cette notion d'attachement, hein, qui a été assez peu mise en avant dans un nuancier comme c'est le cas là, et en la mettant en lien avec la notion d'attention, hein, c'est ce à quoi il aboutit. Voilà. Donc l'article, il montre bien qu'il y a des diversités, une diversité des degrés d'attention chez les téléspectateurs et téléspectatrices. Et qu'il peut bien y avoir un attachement avéré qui se passe complètement des comportements, de certains comportements des fans. Voilà. Et puis, alors, il ouvre vers des chantiers qui porteraient sur d'autres séries, comme Un Suis Grand Soleil, qui est produite ici à Montpellier, hein, je le souligne, parce que ça peut être aussi, si vous manquez d'idées pour votre sujet de mémoire, vous avez un terrain. Voilà. Mais effectivement, Kadi, vous avez vous-même souligné que comme la série, donc, elle s'est interrompue, hein, c'est ça, enfin, parce qu'elle reprend en 2024 sous d'autres modalités. C'est pas qu'il y avait une fin, il n'y avait pas une fin, mais il y avait un arrêt de la diffusion. Voilà, la diffusion. Donc ça va reprendre en 2024. Donc ça pourrait aussi relancer des recherches sur Plus belle la vie, effectivement. Voilà. Sur lequel, pour le coup, il n'y a pas eu d'enquête. Enfin, c'était pas le parti pris de cet article du point de vue des populations de fans les plus répondant à toutes les caractéristiques de ces populations.